toutes les formations chez Simplon sont orientées vers des publics qui partent de plus ou moins rien en fait. Ok. On me demande un certain niveau technique au tout début. En fait, je ne sais pas si vous connaissez le site Codecademy. On me demande d'avoir une vingtaine de badges sur Codecademy minimum. C'est vraiment un minimum. Parce que, en fait, c'est pour deux raisons. C'est premièrement pour avoir un petit package technique derrière, savoir un petit peu de HTML, savoir ce que c'est qu'une balise, peut-être savoir ce que représente une loupe, enfin voilà, des trucs de base. Mais c'est surtout pour que la personne nous démontre sa motivation à suivre une formation comme celle-ci. Elle est longue, elle dure 7 mois, elle est très intensive. Il y a 35 heures de cours par semaine, c'est tous les jours et ça demande un grand investissement de la part de l'apprenant. Là, c'est tout apprenant confondu, je parle. Et donc, nous, premièrement, il faut qu'on s'assure le plus possible que les personnes vont suivre la formation jusqu'à la fin, puisqu'elle est gratuite. Et donc, comment on fait ça? On sélectionne sur la motivation des personnes, pas sur leurs compétences techniques, pas sur leur acquisition précédente à l'école ou quoi que ce soit. Donc, les personnes partent de rien. Ça ne veut pas dire qu'elles ne savent pas lire et écrire. C'est vraiment, il y a certaines compétences de base, on va dire. Mais par contre, elles partent de rien et l'idée, c'est qu'en 7 mois, on arrive à former des développeuses juniors. Okay. Et les personnes réfugiées qui sont dans nos formations, ne sont pas dans une formation à part, en fait. Ils intègrent directement nos formations classiques. Donc, si dans une formation, on a 26, 28 personnes, plus ou moins, par formation, en Ile-de-France, aujourd'hui, il y a généralement 3 personnes réfugiées, plus ou moins, dans chaque formation. Okay. Et donc, moi, mon travail, ça va être garantir, d'essayer de garantir que ces personnes-là, avec les spécificités qu'elles peuvent avoir en termes de parcours administratif, en termes d'apprentissage linguistique du français, que ces personnes-là puissent intégrer et suivre la formation de la manière la meilleure possible, quoi. Alors on avait vu justement sur votre site qu'il y avait un partenariat qui a été fait avec l'Alliance française pour tout l'aspect FLE, c'est ça? Ouais, en fait... Et alors se demander un peu justement comment ça se mettait dans le cursus d'une personne qui est réfugiée par exemple. Alors du coup, il faut me remettre un peu dans le contexte. La première formation qu'on a fait avec les personnes réfugiées, c'était pas du tout ce que je vous décris là. C'était au contraire une formation à part. Ouais. Il y avait 15 personnes réfugiées et ils ont suivi une formation complètement à part ici à Montreuil. Il s'appelait au début la promotion Refugeeks. Alors la première chose qu'ils nous ont dit, c'est pourquoi on ne s'appelle pas la promo 5, parce qu'ici toutes nos promos ont des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc ils sont devenus la promo 5. Ok. Et en fait, suite à l'évaluation qu'ont fait les apprenants de la formation, ainsi que une évaluation externe qu'on avait commandée, ils nous ont conseillé d'intégrer les personnes directement dans nos formations. Okay. Pourquoi? Parce que c'est moins stigmatisant. C'est certain. Pas toutes les, si on était une structure qui s'adressait qu'aux personnes réfugiées, ça aurait du sens, mais c'est pas le cas. On s'adresse à tout le monde et donc c'est normal que les personnes réfugiées fassent partie du tout le monde, quoi. Par contre, ça ouvre certaines problématiques, notamment en termes d'apprentissage du français. Il y a des niveaux vraiment... Disons que pour suivre une formation avec 20 autres personnes françaises, avec un formateur qui parle français, il faut comprendre ce qui se passe, quoi. Et puis de toute façon, c'est une deuxième chose, c'est que à la sortie de formation, même si dans le dev on travaille en anglais sur son ordi,
on peut avoir des clients où on travaille en anglais. Si on travaille en France, les entreprises demandent systématiquement que les personnes parlent français en fait. C'est une obligation. Je sais pas, c'est peut-être pas pareil en Belgique. J'imagine que c'est quand même un peu plus cosmopolite comme pays. Mais dans tous les cas, ici, voilà, il faut parler français et c'est tout en fait. Et donc, on avait beaucoup de problèmes d'insertion en fait suite à la formation, de personnes qui parlaient pas assez bien français. Et donc, on a d'abord mis en place donc, des cours de français pour les apprenants pendant la formation. Donc, ils avaient à l'origine 2 heures de cours par semaine. C'est passé très vite à 4. Donc on a une professeure qui vient dans toutes les formations d'Île-de-France où il y a des personnes réfugiées et qui donne des cours toutes les semaines. C'est une prof qui est avec nous depuis le début du projet, donc c'est vraiment chouette parce qu'elle connaît très très bien la formation Simplon et en même temps le public cible. Et là, du coup, ce qu'on a fait par exemple, c'est qu'on a monté un référentiel de français professionnel, basé sur la formation Simplon et le français, les cours de français, et l'insertion dans l'entreprise. Donc du coup, c'est quelque chose qui nous permet d'aller au-delà du cours de FLE classique et de vraiment axer l'apprentissage sur... français professionnel, quoi. Sur le français professionnel. Après, on voulait aussi donner un coup de boost à tous les apprenants en arrivant, et donc d'où le partenariat avec l'Alliance française. Et donc on a monté un partenariat avec eux. En fait, ils sont prestataires de Simplon dans un modèle de partenariat. Et tous les apprenants donc, qui arrivent, qui sont sélectionnés pour participer à la formation, suivent 2 mois de cours en amont à l'Alliance française. Donc c'est une formation qui dure 7 mois et en amont il y a 2 mois de cours à l'Alliance française en FLE. Donc là ils intègrent directement les cours organisés à l'Alliance. C'est à Paris, c'est dans Paris. Et donc là ils sont pas en groupe. C'est là aussi un peu une différence, c'est que la plupart des cours de français pour personnes réfugiées à Paris sont, beaucoup en tout cas, sont soit un peu ad hoc, soit organisés avec des fonds particulièrement pour des personnes réfugiées arrivant. Là, c'est un peu différent, c'est avec un public très différent. L'Alliance française, c'est des professionnels qui sont ici, des étudiants qui sont venus en France pendant 6 mois pour apprendre le français. C'est un public assez différent, assez hétérogène. Et ça met les apprenants, remet les apprenants en tout cas en situation d'apprentissage aussi. Donc c'est vraiment chouette d'avoir ça en amont de la formation. Donc là, l'idée c'est de... Au niveau de la rigueur, tu veux dire? Faut devoir tenir de reprendre un boulot. Ça fait parfois plusieurs années que les personnes n'ont pas ni travaillé, ni éduqué. Et donc là, c'est un moment aussi de... La formation de Simplon, elle est vraiment très intense. Et donc là, les cours de français, c'est une demi-journée. Et après, du travail à faire chez soi. Du coup, le logement, ça a été aussi une grande question. Et en fait, on s'est retrouvé dans une situation où on a intégré des personnes qui n'avaient pas une situation de logement assez stable et qu'on mettait un peu en situation d'échec, quoi. Et c'est vraiment pas le but de ce qu'on veut faire. Le problème, c'est que quand on a un logement, quand on n'a pas un toit stable, ça préoccupe évidemment tout le temps. Et donc les personnes ne sont pas forcément disponibles en fait pour apprendre le code de manière très intense, quoi. Donc c'était les amener tout droit vers l'échec, ou peut-être qu'ils étaient trop loin aussi, trop loin du centre de formation et que ça faisait des allers-retours énormes tous les jours. Donc c'est vraiment des choses auxquelles on a un peu pensé, qu'on a un peu changé. On sélectionne du coup sur peut-être une situation un peu plus tardive en fait dans le parcours d'une personne, donc ayant le statut de réfugié,
ayant un logement stable, du moins pour la période de la formation, parce que un logement pour une personne réfugiée à Paris, elle est jamais stable trop longtemps, sauf si on a un boulot et de quoi se payer un appart. Mais de s'assurer que la personne va pouvoir rester 7 mois dans son logement, du moins le temps de la formation. C'est une formation qui est gratuite, mais on ne paye pas les apprenants. Et donc, il faut avoir une situation financière. Je ne sais pas si vous connaissez, on a en France le RSA, le revenu solidarité active. Donc ça, c'est un revenu minimum, très peu, mais qui va permettre aux personnes d'au moins suivre la formation, le temps de se former et trouver un travail derrière. Et donc, on demande une situation administrative un peu plus stable qu'avant, parce qu'en fait, on avait pas énormément, mais on avait trop d'abandon, et c'est pas bien pour les personnes, ni pour nous, quoi. Donc, disons qu'on intervient un peu plus tardivement, quoi. Mais bon, c'est parce qu'on est dans une situation où on donne une formation très longue, quoi. C'est pas, je pense que c'est pour ça, c'est pas des ateliers. Après, on pourrait, je pense que c'est tout à fait possible d'organiser des formations pour des personnes avec toute situation, c'est sûr. Après, c'est pas forcément, c'est dans un autre contexte peut-être, où on n'est pas dans une formation avec Donc au niveau de la sélection, c'est parce qu'on a rencontré Bicode à Bruxelles. Ouais. Qui travaille avec nous du coup. Voilà. Et donc c'est vrai que même en se renseignant sur internet, on voit que Bicode s'inspire de la méthode Simplon. Ouais. Au niveau de la sélection, il nous expliquait que donc il y avait effectivement un certain nombre de badges à acquérir sur Code Academy, qu'il y avait ensuite 3 jurys, un jury administratif, un jury motivationnel et un jury technique. C'est exactement le même principe ici. Ouais, du coup Bicode il s'inspire ils sont powered by Simplon, ils s'inspirent d'ailleurs je les connais assez bien parce que je suis allé faire les jurys de sélection là-bas en fait avec eux. J'aime bien aller là-bas. Donc l'idée c'est exactement le même processus, la sélection. Peut-être que là par contre ça vaut le coup d'en parler assez longuement. Pour les personnes réfugiées, c'est un peu différent. Premièrement, la sélection elle ne se fait pas en même temps, au même moment, parce qu'on a 2 mois de cours de français à faire en amont. Donc, imaginons une formation qui va commencer en janvier. Pour les apprenants classiques, on va faire les sélections, on va faire les entretiens autour du 10 décembre. Les informés qui sont pris et après commencer au début janvier. Pour les personnes réfugiées, il y aura décembre et novembre en formation de français et donc il faut faire les sélections avant, quoi. Mais alors du coup, la personne réfugiée qui est intéressée par une formation ici, alors elle commence par venir, dire qu'elle est intéressée et vous l'orientez directement vers Lyon, c'est ça? Alors du coup, ça dépend. On a soit nous quand on lance, entre guillemets, ou je ne sais. En fait, nous quand on lance, on va lancer une formation, on va mettre en ligne un formulaire de candidature. Donc on va mettre en ligne un formulaire spécifique pour les personnes réfugiées qui pose quelques questions sur sa situation administrative, justement. Peut-être qu'il va aussi demander si la personne a une assistante sociale qui la suit ou pas et dans quelles circonstances. C'est pour nous essayer de savoir comment ça se passe, que nous on n'est pas des travailleurs sociaux à la base. Et donc c'est toujours vraiment un plus de savoir que la personne est suivie dans une asso, dans une structure, pour que nous on puisse faire le lien avec ces assos-là. On va demander, c'est à peu près tout comme question supplémentaire en fait. On n'a pas envie de savoir le parcours de la personne, c'est pas forcément. Ouais, pas du tout le but du jeu. Ouais. De toute façon, c'est une question qu'on pose jamais en fait. Et donc, on va diffuser ce formulaire-là auprès de toutes notre réseau d'associations, structures travaillant avec les personnes réfugiées. Donc ça peut être des structures d'hébergement directement. Ça c'est un peu une volonté qu'on a, c'est d'aller directement dans les structures d'hébergement.
dire ok, est-ce que vous avez des personnes qui candidatent, si elles sont déjà hébergées dans une situation, on peut nous s'assurer derrière que cette situation-là est stable pendant toute la durée de la formation. Ensuite, il y a plein d'assos à Paris qui travaillent soit sur l'apprentissage du français, soit sur des cours de code, d'initiation au code. Donc ça, c'est aussi des structures avec lesquelles on peut travailler. Et après, on a toute une partie qui va travailler sur tout un réseau qui est basé sur le bouche à oreille en fait. On a pas mal de personnes réfugiées qui arrivent chez Simplon parce qu'ils en ont entendu parler. Ils ont des réseaux de communication très 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 développés et qui sont beaucoup plus efficaces que les nôtres. Donc beaucoup se passe comme ça en fait. C'est des personnes qui soit connaissent quelqu'un qui est passé par la formation ou ont entendu parler sur Facebook. Après on a aussi nos campagnes de pub classiques. Bicode sont très forts pour ça d'ailleurs. Dans les métros à Bruxelles. Voilà. Et donc ils vont remplir ce formulaire-là. Nous, on va le prendre en main, le regarder, essayer de regarder un peu ce que nous disent les personnes, comment elles nous essaient de nous démontrer leur motivation. Là-dedans, à ce moment-là, normalement, rentre la question de Codecademy. Il se trouve que pour une personne réfugiée, c'est beaucoup plus difficile d'aller sur Codecademy. Parfois, elles n'ont pas forcément un ordinateur ou un accès Internet facile. Du coup, nous, on organise des sessions ici, des ateliers. En fait, c'est juste là, cette pièce, par exemple, on met des ordinateurs et ils peuvent venir travailler sur Codecademy. Okay. C'est un peu plus... on fait ce qu'on peut quoi. Donc les personnes peuvent venir travailler sur Codecademy. Après on fait des sessions d'entretien et là c'est un peu, j'imagine ce que vous avez décrit, Bicode, c'est pareil. 3 entretiens, un technique, un de motivation, des situations administratives. Normalement pour des apprenants classiques c'est très court. Pour les personnes réfugiées c'est un peu plus long. On pose quelques questions supplémentaires. Tout ça dure plus ou moins combien de temps pour chaque dimension ? 10 minutes. 10 minutes, ok. Pareil, on fait des travaux en groupe, que j'imagine vous en décrit également. Des travaux en groupe, donc là l'idée c'est d'avoir non pas une vingtaine de personnes, mais ça dépend en fait. Si on peut faire tout le recrutement pour plusieurs promotions en même temps, on aura peut-être une vingtaine de personnes, sinon peut-être 5, 6, ça dépend. Là, pendant ces moments d'entretien, on a également la professeure de français qui vient et qui va un peu étudier le niveau de la personne, aussi bien à l'oral, parfois à l'écrit aussi, peut-être parfois elle leur demande d'écrire quelque chose, peut-être un tout petit texte sur pourquoi ils veulent se joindre à la formation. Ça nous donne un peu une idée très basique de quel niveau ils ont. Généralement on demande à peu près un niveau A2 en fait, ce qui est pas, c'est un niveau débutant mais quelqu'un qui peut quand même communiquer et l'idée c'est de si possible d'amener la personne vers un niveau plus ou moins B1 à la fin des cours de français à l'Alliance et partir de là en fait. Et donc à la suite de la formation, comment est-ce que vous évaluez les connaissances acquises ? Est-ce qu'il y a un système d'évaluation en fait en fin de processus ? Alors, une des choses qu'on fait, c'est qu'on fait passer un titre professionnel. Donc je sais pas quel serait l'équivalent en Belgique. C'est pas un diplôme universitaire, c'est pas géré par le ministère de l'Éducation, mais le ministère du Travail. C'est une validation de compétences quoi, qui est niveau 3, c'est-à-dire niveau baccalauréat plus 2 années. Donc avant licence, mais... De niveau B2
BTS, quoi, du coup. Niveau BTS, ouais. Et donc ça, c'est un titre que peuvent passer tous les apprenants Simplon. Donc en fin de parcours, ils doivent présenter un projet en fait. Ils arrivent avec un projet, il y a un jury, ils présentent leur projet, ça dure à peu près 45 minutes. C'est un examen quoi. Ok, d'accord. Pas tous les apprenants sont prêts à passer cet examen-là directement à la fin de la formation, parce que c'est quand même c'est un titre, c'est un niveau BTS et ça fait 7 mois qu'ils sont en cours, donc pas tout le monde est prêt. Je crois qu'on a environ la moitié des apprenants qui le passent à la fin, peut-être un peu moins à la fin. Donc ça c'est un diplôme universitaire, enfin un titre pro qu'ils peuvent avoir. Et sinon, ils peuvent le passer après une alternance. Là, c'est vraiment quelque chose qu'on développe en ce moment. C'est des parcours en alternance suivant la formation la langue en fait. C'est intense quand même pour les gens qui arrivent ici, qui commencent la formation. C'est intense, ouais. C'est très intense. Ça nécessite, pour beaucoup de personnes aussi, c'est un apprentissage dont ils n'ont pas l'habitude, apprendre de manière très autonome. C'est pas forcément évident pour tout le monde au début surtout. Ça peut être compliqué, surtout pour des personnes qui sortent d'un cursus universitaire, qui ont suivi beaucoup de cours magistraux. Là c'est pas du tout le cas, il n'y a aucune théorie, c'est entièrement basé sur la pratique. Sur les projets, c'est intense. Et donc, pour les personnes réfugiées, effectivement, c'est pour ça que je dis que peut-être qu'on intervient après une période de découverte un peu de la France, de recherche de logement, stabilisation un peu. Et après, nous, l'idée, c'est que la formation puisse vraiment puisse permettre à la personne de suivre une formation de grande qualité, quoi. C'est ça l'idée, c'est que en France on a un peu tendance à orienter les personnes réfugiées vers des métiers techniques, manuels, restauration, bâtiment, ce qui n'est pas un problème en soi, mais quand on fait que ça, là l'idée c'est que nous ce qu'on essaie de montrer c'est que les personnes réfugiées ont largement les compétences pour faire plein d'autres métiers, et que les métiers du numérique étant un métier en tension en France, est un métier d'avenir, colle très bien en fait par rapport aux besoins qu'on a en France et aux besoins des personnes de pouvoir trouver un emploi, se refaire une vie comme tout le monde, quoi. S'installer quoi. S'installer exactement. Du coup, l'idée, c'est un peu ça, quoi. Okay. Voilà. Voilà. J'aurais voulu savoir un peu sur le projet RefugeHelp. RefugeHelp, pardon. Ouais. Donc ici, c'était des anciens stagiaires de Simplon qui ont créé leur structure. J'aimerais bien un peu savoir les liens que vous entreteniez aujourd'hui avec eux. Est-ce qu'il y a un suivi ou est-ce que c'est vraiment une entité totalement indépendante de Simplon? Alors du coup, RefugeHelp, c'est une équipe d'anciens Simploniens, effectivement, de la première promotion de Simplon, donc celle qui était, que des personnes réfugiées, et de la promotion 6 de Simplon, qui était une des premières formations aussi, donc qui n'avait pas forcément tout ce que je vous ai décrit là, mais qui fait partie de ces premières formations mixtes. Ils se sont retrouvés à un hackathon organisé par Tech Foodies, Startup Weekend. Ils ont gagné, évidemment, parce que c'est Simplonien. Non, donc c'était un hackathon avec un but un peu spécial, avec certains projets qui étaient présentés, et après eux ils ont présenté un projet d'application de web app pour des personnes réfugiées arrivant en France,
En gros, donner quelques indications sur où est-ce qu'on pouvait trouver certaines informations, qu'est-ce qu'il fallait faire comme démarche, où trouver certaines choses. Ils ont monté donc le projet sur le week-end du hackathon et ils ont gagné. Et après, ils ont donc monté cette structure, RefuHelp, qui est en cours là, ils sont incubés dans un projet de Make Sense. C'est vraiment à part. C'est des anciens Simploniens, on discute, on se connaît, mais c'est pas du tout rattaché à Simplon, c'est pas nous qui avons eu l'idée de faire ça, c'est complètement indépendant. Voilà. Et c'est quelque chose que vous soutenez éventuellement? Oui, bien sûr, bien sûr. Nous, c'est la première expérience qu'on a d'apprenants réfugiés qui montent. Parce que c'est une belle transformation quand même. Ouais, exactement. Nous, ce qu'on pense, c'est que ça montre peut-être un côté. C'est quoi le mot que je cherche? Un outcome de la formation qui n'est pas l'emploi direct. C'est aussi, on apprend à coder, mais aussi il y a d'autres compétences là-dedans qui est de savoir monter un projet. C'est un peu ça. Je pense que c'est ce que ça montre. Ils ont monté leur propre start-up sociale, donc c'est cool. C'est cool. Alors du coup là, j'ai pas vu depuis un petit moment, donc je sais pas trop où ça en est exactement. Mais je sais qu'ils sont sur le point de lancer un crowdfunding, je crois, donc pour vraiment lancer l'affaire. Donc voilà, ils sont 7 normalement. Et voilà. Non, c'est vraiment cool. Là en France, alors je sais pas comment c'est en Belgique, en France, c'est l'entrepreneuriat des personnes réfugiées, c'est un gros boom en ce moment. Moi, je suis pas toujours convaincu par le truc parce que pas toutes les personnes veulent créer leur propre boîte. Certaines personnes veulent aussi, on parle beaucoup de stabilité, on n'a pas forcément les moyens de prendre des risques. De prendre des risques. Alors justement, c'est là où l'idée de coopérative est intéressante parce qu'elle permet de donner une certaine stabilité. Protection de sécurité. Voilà, mais donc du coup, je suis pas toujours convaincu. Il y a des super projets là en cours qui sont vraiment géniaux. Après, nous, ce qu'on cherche à faire en priorité, c'est vraiment aider les personnes à trouver un emploi, parce que c'est ce qui nous est demandé. Mais effectivement, on a aussi également des apprenants qui ont des projets et c'est super, il faut les soutenir là-dedans, Et la question de l'hackathon, c'est quelque chose que vous utilisez de manière récurrente dans le parcours de formation, ou bien pas nécessairement? Pas obligatoirement. Après, on organise des hackathons. Genre chaque promo à l'occasion, par exemple, une fois sur sa formation, participer. Chaque promo. Après, il y a un hackathon qui est en train d'être organisé en ce moment. C'est avec qui déjà? Il y a un hackathon qui a été organisé avec Microsoft récemment sur la question du harcèlement en ligne. Okay. Et donc là, on invite, en fait, dès qu'il y a un hackathon qui est organisé, c'est pas organisé pour une promo spécialement, c'est on va inviter toutes les promos, en fait, c'est ouvert comme un hackathon, Donc, c'est quelque chose qui est soit utilisé, soit on nous contacte beaucoup aussi quand il y a des hackathons organisés parce qu'ils ont toujours besoin de développeurs, donc nos apprenants sont très recherchés. Donc s'ils ont envie, ils iront. Okay. Mais après, on a beaucoup Par contre, ce qui se passe beaucoup dans la formation, c'est qu'il y a beaucoup d'ateliers. Là, par exemple, récemment, on a eu la semaine du code, où tous les apprenants des formations de Simplon sont allés dans des écoles et ont organisé des ateliers de code avec des enfants dans les écoles. C'est cool ça. Donc c'est un moyen de transmettre déjà ce qu'on a nous-mêmes commencé à apprendre, à
acquérir. Je sais qu'il y a une réflexion qui est menée aussi sur Voilà, exactement. implanter ce genre de compétences-là tout au parcours. Ouais, exactement. Donc du coup, ce genre d'atelier, c'est récurrent, c'est vraiment, ça fait partie de ce qu'on essaye de faire, quoi. Ok, d'accord. Voilà.